solide. La seule chose en mouvement sur le vaste hémicycle de la plage, c'était une petite tache noire, solitaire. Tandis qu'elle s'approchait des côtes et vertèbres du sardinier échoué, certaines transparences, dans l'intensité du noir, firent apparaître que la tache était pourvue de 4 jambes. Et à chaque instant, il devenait plus évident qu'elle se composait de 2 jeunes gens. Même ainsi, ces ombres découpées sur le sable dégageaient une incontestable vitalité, une vigueur indescriptible dans le balancement heurté des corps, en avant, en arrière, qui, si léger qu'il fût, révélait une violente discussion émise par les bouches minuscules des petites têtes rondes. De plus près, cette hypothèse se trouvait confirmée par les brusques saccades répétées d'une canne à main droite. « Tu veux me faire croire, tu crois vraiment !» Voilà ce que semblait dire avec fermeté la canne à main droite, du côté des vagues, en creusant de longues raies rectilignes dans le sable. « Au diable la politique !» Ces mots furent proférés distinctement par le corps situé à gauche, tandis que les bouches, nez, menton, petites moustaches, casquettes de tweed, vestes de chasse, chaussures de marche et chaussettes à carreaux des 2 interlocuteurs se détachaient de plus en plus distinctement. La fumée de leurs pipes s'élevait dans l'air. Rien n'était plus consistant, vivant, dur, rouge, hirsute et viril que ces 2 corps sur la vaste étendue de vagues et de dunes. Ils se jetèrent sur le sable auprès des 6 côtes et vertèbres du sardinier noir. On sait comment le corps s'évade d'une discussion et s'excuse d'un excès d'exaltation. En se laissant choir sur le sol pour exprimer, par une attitude détendue, qu'il est disposé à entreprendre quelque chose de nouveau, selon l'inspiration du moment. Ainsi, Charles, dont la canne avait foyé la grève sur près d'un demi-mille, se mit à faire des ricochets avec des galets de schiste. Et John, celui qui s'était écrié « Au diable la politique !», se prit à enfouir ses doigts de plus en plus profondément dans le sable. À mesure que sa main puis son poignet s'enfonçaient, l'obligeant à retrousser sa manche un peu plus haut, son regard perdait son intensité, ou plutôt, il perdait ce contact avec la pensée et l'expérience qui donne aux yeux des adultes une profondeur insondable. Et il ne restait dans son regard que cet éclat transparent et superficiel, vide d'expression hormis l'étonnement, que reflètent les yeux des jeunes enfants. L'action d'enfouir ses doigts dans le sable n'y était sûrement pas pour rien. Il se souvint que, si l'on creuse assez longtemps, l'eau vient sourdre au bout des doigts. Le trou se mue alors en douve, en puits, en source, en un chenal secret vers la mer. Il hésitait encore parmi ces options, tout en continuant à farfouiller dans l'eau, lorsque ses doigts se refermèrent sur quelque chose de dur. Une goutte de pure matière solide. Et très lentement, ils extirpèrent un gros morceau à la forme irrégulière et le remontèrent à la surface. La couche de sable nettoyée, une teinte verte apparut. C'était un bout de verre, épais au point d'en paraître opaque. L'érosion de la mer en avait si bien émoussé toute aspérité et toute forme qu'il était impossible de dire s'il provenait d'une bouteille, d'un gobelet ou d'une vitre. Ce n'était que du verre. C'était presque une pierre précieuse. Il suffisait de le sertir dans une monture en or ou de lui passer un fil métallique, et c'était un bijou, un élément de collier ou une lueur verte blafarde sur un doigt. Après tout, c'était peut-être bien une gemme, un joyau porté par une princesse brune qui, assise à l'arrière de la barque la conduisant de l'autre côté de la baie, écoutait, en traînant un doigt au fil de l'eau, le chant des esclaves au banc de nage. Ou bien les flancs de chêne d'un coffre au trésor élisabétain
s'était ouvert au fond de la mer, et indéfiniment roulés par les vagues, ces émeraudes avaient fini par échouer sur cette plage. John fit tourner l'objet entre ses mains. Il l'éleva dans la lumière, il le plaça de sorte que sa masse irrégulière occulta le corps et le bras droit tendu de son ami. Selon qu'il se détachait sur le ciel ou sur ce corps, sa teinte verte était transparente ou opaque. Il lui plaisait, il l'intriguait. C'était un objet si dur, si compact, si défini comparé au flou de la mer et aux vapeurs du rivage. Soudain, un soupir vint le déranger, profond, définitif. Il en déduisit que son ami Charles soit avait épuisé tout le stock de galets à sa portée, soit était arrivé à la conclusion que le jeu n'en valait pas la chandelle. Ils mangèrent leur sandwich côte à côte. Quand ils eurent fini et se furent relevés en secouant le sable, John, ayant saisi le morceau de verre, le contempla en silence. Charles fit de même. Mais il remarqua immédiatement qu'il n'était pas plat. Et tout en bourrant sa pipe, il déclara sur ce ton énergique, qui congédie toute pensée frivole, « Pour en revenir à ce que je te disais, il ne vit pas. Mais s'il l'avait vu, il n'y aurait guère pris garde que John, après l'avoir observé un instant d'un air hésitant, avait glissé le bout de verre dans sa poche. » Cette impulsion aurait pu être de celle qui pousse un enfant sur un sentier à ramasser un caillou entre tous les autres, lui promettant ainsi une vie de chaleur et de sécurité sur la cheminée de la chambre d'enfant, se délectant du sentiment de puissance et de mansuétude que procure un tel geste, et persuadé que le cœur du caillou palpite de joie quand il se voit élu parmi un million d'autres pour jouir de cette félicité, au lieu de souffrir du froid et de l'humidité sur la grande route. Il s'en est fallu d'un cheveu que ce fût un autre, n'importe lequel de ces millions de cailloux. Mais non, ce fut moi, moi, moi. Que cette pensée fût ou non venue à l'esprit de John, le morceau de verre prit place sur la cheminée, où il pesait de tout son poids sur une petite pile de factures et de lettres, faisant non seulement office d'excellent presse-papier, mais également de point de repère naturel où poser les yeux lorsque ceux-ci s'évadaient d'une lecture. L'observation distraite et répétée d'un objet quelconque, l'esprit ailleurs, mêle cet objet si intimement à la trame des pensées qu'il perd sa forme propre et se recompose un peu différemment en une forme idéale qui vient vous hanter au moment le plus inattendu. Ainsi, au cours de ses promenades, John était aimanté par les vitrines des boutiques d'antiquités simplement parce qu'il y avait aperçu quelque chose qui lui rappelait le morceau de verre. N'importe quoi, pourvu que ce fût un objet plus ou moins rond, de préférence animé d'une flamme mourante profondément enfouie dans sa masse. N'importe quoi faisait l'affaire, porcelaine, verre, ambre, roche, marbre, et même l'ovale très lisse d'un œuf d'oiseau préhistorique. Il se mit aussi à marcher les yeux fixés au sol, en particulier au voisinage des terrains vagues servant de dépotoirs ménagers. On y rencontrait souvent ce genre d'objets, jetés au rebut, sans utilité pour quiconque, informe, au rencard. Au bout de quelques mois, il en avait collecté 4 ou 5 exemplaires qui prirent place sur la cheminée. Ils étaient aussi très utiles, car au seuil d'une brillante carrière, un jeune candidat député doit mettre en ordre une quantité de papiers de toutes sortes, discours électoraux, professions de foi politique, appels de fonds, invitations à dîner et ainsi de suite. Un jour, alors qu'il quittait son appartement du Temple pour aller prendre un train et se rendre à une réunion électorale, ses yeux furent attirés par un objet remarquable, à demi enseveli dans une de ces petites bordures de gazon qui longent les vastes bâtiments dédiés à la loi. Il parvint tout juste à l'effleurer du bout de sa canne, à travers la grille,
Mais il vit que c'était un morceau de porcelaine d'une forme tout à fait étonnante, ressemblant à s'y méprendre à une étoile de mer, façonnée ou brisée accidentellement en 5 pointes irrégulières, mais parfaitement distinctes. Sa couleur dominante était le bleu, mais un bleu semé par endroits de vagues rayures ou taches vertes, et rehaussé de lignes pourpres, qui lui donnaient un lustre et un éclat particulièrement plaisants. John était décidé à le posséder. Mais plus il poussait sa canne, plus l'objet se dérobait. Il finit par retourner chez lui pour fabriquer un anneau de fil de fer qu'il fixa au bout d'une canne. Et grâce à cela, à force de patience et d'adresse, il réussit à tirer le morceau de porcelaine à portée de main. Il s'en empara avec un cri de triomphe. Au même instant, l'horloge sonna. Il ne pouvait en aucun cas être à l'heure à son rendez-vous. La réunion eut lieu sans lui. Mais comment ce fragment de porcelaine avait-il pu prendre en se brisant une forme aussi remarquable ? Après un examen minutieux, il acquit la certitude que cette forme étoilée était accidentelle, ce qui ajoutait à sa singularité et rendait improbable l'existence d'un autre objet identique. Installé sur la cheminée, à l'opposé du fragment de verre extrait du sable, il avait l'air d'appartenir à un autre monde, bizarre et bigarré comme un arlequin. Il semblait pirouetter dans l'espace, en clignotant comme une étoile capricieuse. John était fasciné par le contraste entre la porcelaine si vivante et radieuse et le verre, taciturne et contemplatif. Et il se demandait, songeur et étonné, comment ces deux objets en étaient venus à coexister dans le même monde, qui plus est, posés sur la même étroite corniche de marbre, dans la même pièce. La question demeurait sans réponse. Il se mit alors à hanter les lieux où abondent les débris de porcelaine. Friches entre les voies de chemin de fer, chantiers de démolition et terrains communaux dans les environs de Londres. Mais il est rare que l'on précipite de la porcelaine d'une grande hauteur. C'est une action humaine d'une extrême rareté. Il y faut la conjonction de phénomènes tels qu'une maison très haute et une femme en proie à une impulsion si incontrôlable et une émotion si vive qu'elle en vienne à lancer par la fenêtre le pot ou la cruche qu'elle a entre les mains sans se soucier de ceux qui se trouvent en bas. Il y avait foison de débris de porcelaine, mais résultant de banals incidents domestiques, dépourvus de finalité ou d'originalité. Néanmoins, à bien y réfléchir, John était souvent confondu par l'immense variété des formes que l'on peut trouver, ne serait-ce qu'à Londres, et la diversité des matières et des motifs était une source encore plus féconde d'émerveillement et de méditation. Il rapportait chez lui les plus beaux spécimens et les plaçait sur la cheminée, où d'ailleurs leur fonction devenait plus purement ornementale à mesure que les papiers nécessitant un poids pour être maintenus en place se faisaient de plus en plus rares. Peut-être bien qu'il négligeait ses devoirs, ou alors s'en acquittait de manière distraite. Peut-être qu'aux yeux des électeurs lui rendant visite, le spectacle de la cheminée ne jouait pas en sa faveur. Toujours est-il qu'il ne fut pas élu pour les représenter au Parlement, et que son ami Charles, prenant la chose à cœur et s'empressant d'accourir pour partager son affliction, le trouva si peu affecté par le désastre qu'il en fut réduit à supposer le coup trop dur pour que John pût en mesurer immédiatement toute la portée. À vrai dire, John s'était rendu le jour même à Barnes Common, où, sous un buisson d'ajoncs, il avait découvert un très remarquable morceau de fer. C'était un objet de forme presque identique au fragment de verre, massif et globulaire, mais si froid et lourd, si noir et métallique, qu'il était de toute évidence étranger à la terre et provenait d'une étoile morte, à moins qu'il ne fût le résidu de quelque lune. Il avait tiré sur sa poche de tout son poids et trônait pesamment sur la cheminée,
Il irradiait du froid. Cette météorite cohabitait malgré tout avec le morceau de verre et l'étoile de porcelaine sur la même corniche. Tandis que son regard errait de l'un à l'autre, il était tenaillé par le besoin de posséder des objets capables d'éclipser ceux-ci. Il se consacra à cette recherche avec une ténacité accrue. S'il n'avait pas été dévoré d'ambition et convaincu qu'un jour la découverte d'un tas de détritus inexplorés viendrait le récompenser, les déceptions subies, sans compter la fatigue et les sarcasmes, lui eussent fait abandonner cette quête. Muni d'une sacoche et d'un long bâton pourvu d'un crochet amovible, il remuait le moindre tas de terre, fourrageait sous les enchevêtrements de broussailles les plus épais, fouinait dans toutes les ruelles et venelles bordées de murs, où l'expérience lui avait appris qu'il pouvait tomber sur de tels objets au rebut. Son niveau d'exigence s'éleva et son goût s'affermit de sorte qu'il ne comptait plus ses déceptions. Mais toujours il se laissait séduire par une lueur d'espoir, un débris de porcelaine ou de verre portant une marque ou une cassure bizarre. Le temps passait, jour après jour. Il n'était plus tout jeune. Sa carrière, du moins la carrière politique, appartenait au passé. On cessa de lui rendre visite. Il était trop taciturne pour que l'on songeât à l'inviter à dîner. Jamais il ne parlait à quiconque de ses ambitions sérieuses. Et la conduite des gens envers lui reflétait leur incompréhension. Renversé dans son fauteuil, il regardait Charles, qui, pour ponctuer ses propos sur la politique du gouvernement, ne cessait de soulever les cailloux et de les reposer énergiquement sur la cheminée sans leur prêter la moindre attention. « Dis-moi la vérité, John, » demanda Charles brusquement en lui faisant face. « Comment se fait-il que tu aies renoncé à tout cela sans crier gare ?»« Je n'y ai pas renoncé, » répliqua John. « Mais tu n'as pas l'ombre d'une chance à présent, fit Charles avec brutalité. « Je ne suis pas du tout de ton avis, » répondit John avec conviction. Charles l'observa avec un profond sentiment de malaise. Le soupçon le plus invraisemblable poignait son cœur. Il avait l'impression étrange qu'ils ne parlaient pas de la même chose. Il jeta un regard circulaire dans l'espoir de trouver un allègement à son terrible découragement, mais le désordre de la pièce ne fit que l'accentuer. Que signifiaient ce bâton et cette vieille besace accrochée au mur? Et puis ces cailloux? Sur le visage de John, il saisit une expression figée et lointaine qui l'inquiéta. Il savait trop bien qu'il n'était pas en état de faire ne serait-ce qu'une apparition à la tribune. « Joli caillou !» dit-il sur un ton qu'il s'efforçait de rendre aussi enjoué que possible. Et prétextant un rendez-vous, il quitta John. Pour toujours.